Bonjour à tous, vous m'entendez? Et merci beaucoup. Donc on va parler du credit scoring et surtout de comment l'open banking, l'IA et les données alternatives aident ce credit scoring. Dans le monde de la banque aujourd'hui, de plus en plus digitalisé, où les exigences clients sont d'aller de plus en plus vite et où les banques attendent de plus en plus de sécurité ou de sûreté, l'évaluation du crédit, la décision d'octroi, les conditions d'octroi sont importantes et justement l'open banking, l'IA, les données alternatives peuvent largement y contribuer. Donc j'accueille aujourd'hui Brice Barouche, donc vous êtes directeur chez Provenir, directeur France, voilà, plateforme d'agrégation de données. Stéphane Châtelain, directeur chez Trustful, solution de prévention de la fraude basée sur des données alternatives. Ali Amariti, cofondateur de Rolly, une data plateforme aussi basée sur des données alternatives. Et puis Damien Lacroix, directeur innovation chez Floa, entité du groupe BNP Paribas, qui propose du crédit à la consommation et des mini-prêts. Donc on va commencer par un tour d'horizon des différentes solutions. Mais avant ça, Damien, j'aimerais que vous m'expliquiez un petit peu, donc d'abord l'activité de Floa, mais aussi vous, comment le credit scoring évolue chez vous et les attentes que vous avez par rapport à ça. Oui, donc Floa, en fait, on est la fintech du groupe BNP Paribas qui développe des solutions de paiement, des facilités de financement pour accompagner les utilisateurs dans les nouveaux usages de consommation. Et donc on sert 4 millions de clients environ en France et à l'international. Et si on veut vulgariser un peu notre métier, finalement, ce qu'on fait, c'est qu'on prend des décisions. On prend des décisions, on prend beaucoup de décisions, on prend des décisions rapides, plusieurs dizaines de milliers par heure. La décision qu'on prend, en fait, c'est de prêter de l'argent à des gens qu'on ne connaît pas. Et donc, c'est une décision importante pour nous comme pour eux, parce que pour nous, si ils nous remboursent, on gagne un peu d'argent. S'ils ne nous remboursent pas, on perd beaucoup d'argent. Et donc, prêter de l'argent, c'est facile. On distribue de l'argent dans la rue. Prêter de l'argent à des gens qui peuvent nous rembourser, c'est un petit peu plus compliqué. Et cette décision, en plus, on doit la prendre extrêmement rapidement. Parce que les clients, lorsqu'on propose en fait nos solutions de financement, c'est en temps réel. Ils sont en train d'acheter quelque chose et quand ils sont en train d'acheter quelque chose, ils n'ont pas envie de remplir des formulaires, ils n'ont pas envie de fournir des tas d'informations. Ils veulent même pas payer, en fait, ils veulent juste acheter. Et donc, il faut que cette décision, on la prenne en moins d'une seconde. C'est plutôt d'ailleurs un quart de seconde. Et dans ce quart de seconde, il faut qu'on identifie si la personne est en capacité de nous rembourser. Et dans ce même quart de seconde, il faut aussi qu'on se dise, est-ce que cette personne a l'intention de nous rembourser? Par là, je veux dire qu'il peut y avoir des fraudeurs ou tout simplement en fait, des gens qui peuvent organiser leur insolvabilité. Et donc, cette décision-là, il faut aussi qu'on l'amène avec une expérience client qui est aboutie. Parce que, comme je vous disais, ils n'ont pas envie de payer ou de remplir des formulaires, mais simplement en fait d'acheter. Donc, il faut qu'on arrive à capter de la data. C'est ça notre sujet. C'est comment est-ce qu'on récupère des informations pour prendre ces décisions en embêtant le moins possible les clients, en déduisant, en héritant en fait d'informations. Donc ça peut se faire soit par l'intermédiaire du client lui-même, soit de nos partenaires, soit des gateways ou des providers de solutions. Et alors Ali, Stéphane, comment vous aidez, comment on arrive à connaître un client en un quart de seconde? Alors, j'ai pas la solution miracle pour un quart de seconde. Je pense que c'est assez compliqué. Le but, c'est d'avoir la meilleure connaissance sur un client d'un point de vue, alors si on parle notamment du crédit, d'un point de vue de sa situation de revenu, de sa situation professionnelle. Je fais une introduction par rapport à ce qu'on fait aussi chez Rolly. On est une plateforme d'open finance qui facilite... J'ai l'impression qu'il y a un petit problème de son. Vous entendez? Essayez peut-être de changer le micro, c'est peut-être le micro. C'est mieux là? Comme ça? Ok. Je le mange? Non. Ok, je le laisse comme ça. Et donc oui, ce qu'on facilite chez Rolly, c'est
de permettre à n'importe quel utilisateur de partager ses données alternatives, donc ses données de revenus et d'activité, avec des institutions financières qui sont principalement des fintechs et des banques. Et donc c'est avec ce contexte, notamment professionnel, autour de l'utilisateur, qu'on arrive à se faire une idée de si la personne peut être solvable dans le futur. Donc c'est en complément de ce que vient de dire Damien. C'est pour prendre des décisions le plus rapidement possible, le plus juste possible. C'est d'éviter un maximum de mettre des filtres qui sont un peu durs, notamment sur la situation professionnelle d'un travailleur. On a historiquement commencé chez Reli à couvrir la cible des indépendants. Il doit sûrement y en avoir beaucoup dans cette salle qui gagnent très bien leur vie, qui ont toujours du mal à être adressés par des institutions financières. Et c'est parce qu'il y a un manque en fait, de contexte autour de leurs revenus, de leur situation financière. Et c'est ce contexte-là qu'on essaye de favoriser, de faciliter, pour faire en sorte que des acteurs de crédit aient toutes les informations à disposition pour prendre la meilleure décision, c'est-à-dire toujours optimiser leur risque de défaut, faire en sorte d'avoir un risque de défaut faible et ne pas perdre de l'argent, diminuer leur risque de fraude, et Stéphane va en parler, mais surtout augmenter leur taux d'acceptation. L'augmentation du taux d'acceptation, c'est générer plus de business, donc gagner plus d'argent. Et le fait d'investir sur un maximum de contexte autour des données alternatives peut permettre d'optimiser ces trois métriques en même temps. C'est-à-dire que l'une ne va pas à l'opposé de l'autre, en l'occurrence. Très bien. Stéphane ? Du coup, pour ma part, effectivement, on travaille également comme Aurelie sur des données alternatives, mais pas les mêmes, et du coup dans des buts aussi similaires, mais un peu différents. Et surtout, comme disait Damien, c'est comment je fais pour, en ce laps de temps très court, arriver à connaître un maximum d'informations sur cette personne. Nous, on utilise tout ce qui est données open source, en partant de très peu d'informations de l'utilisateur qui sont souvent le début d'une entrée en relation finalement, parce qu'on travaille sur le nom, prénom, email, numéro de téléphone et adresse IP quand c'est en ligne. Donc souvent c'est les premières informations qu'on donne, hein. Quand on veut discuter avec quelqu'un, bah, voilà, je m'appelle un tel et c'est comme ça que vous pouvez me contacter pour la suite. Et en moins de 2 secondes, on va essayer d'arriver au quart de seconde, mais en moins de 2 secondes, on va aller chercher sur tout ce qui est web, réseaux sociaux, services en ligne, donc du Netflix, Amazon, PayPal, Booking et plein d'autres. Je ne vais pas tout citer parce qu'on a plus de 1000 points de données qu'on va aller chercher en moins de 2 secondes. De se dire, effectivement, est-ce que j'ai une trace numérique de cet utilisateur pour donner des informations aux marchands, à la banque, à celui qui nous mandate, pour dire la personne que vous avez en face de vous, a priori, elle a une trace numérique, on arrive à la retrouver, elle est légitime, et donc ça vous permet d'aider à la décision. Je crois qu'on y reviendra un peu par la suite, mais on a des sociétés de crédit qui disent qu'ils ont réussi à accélérer le parcours de décision qui est grâce à Trustful 4 fois plus rapide, et un niveau de détection de fraude de 50% supplémentaire, donc 1 sur 2, des fraudes qui n'arrivaient pas à détecter parce que aujourd'hui, on voit beaucoup d'identités synthétiques, donc des gens qui créent des identités pour commettre des fraudes justement. Ce qui est une différence, d'ailleurs, je veux le rappeler, avec un mauvais payeur. Quelqu'un qui fait un défaut de paiement, mais dont c'est sa vraie identité, ça reste une fraude. Dans certains cas, c'est un défaut de paiement, selon les entreprises. Mais ce sont 2 fraudes différentes. Quelqu'un qui va utiliser une fausse identité, quelqu'un qui donne sa vraie identité et qui arrête de payer. Et donc, sur la partie identité synthétique, effectivement, c'est très compliqué de créer une trace numérique cohérente. Et comme nous, on arrive à aller regarder plus de 1000 points de données, comme je disais, on arrive à le voir assez rapidement et d'aider ces personnes-là à côté de moi comme Damien pour prendre ces décisions-là. Merci beaucoup. Brice, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que fait Provenir justement pour agréger ces différentes données ? Oui, bien sûr. Donc évidemment, tout ce qui vient d'être dit me parle évidemment, puisque Provenir va proposer une plateforme qui va agréger donc les données de l'ensemble de nos partenaires, type Aurelie, type Trustful, pour obtenir des objectifs, comme tu l'as cité Damien, donc réussir à faire en sorte d'avoir un meilleur taux d'acceptation, réduire la fraude, réussir à aller chercher des nouvelles cibles, proposer plus de produits. L'idée avec notre plateforme, c'est de pouvoir mettre à disposition un maximum de données rapidement. On sait que dans la plupart des grosses institutions financières, l'un des principaux bloqueurs à la transformation, c'est souvent l'IT. Alors, j'ai absolument rien contre l'IT, mais c'est tout ce qui va tourner autour de la sécurité, de la compliance, des choses qui sont absolument obligatoires. Eh bien, Provenir, finalement, a déjà fait ce travail en amont, puisqu'elle a déjà connecté plus de 140 partenaires. Ça évolue tous les mois, mais on a plus de 400 services anti-fraude ou de gestion du risque qui sont déjà plugués sur la plateforme.
Donc finalement, elle intervient comme une sorte de, désolé pour l'analogie, mais comme une sorte d'Apple Store de la data, où le Head of Risk ou le Risk Manager ou le Head of Fraud va pouvoir piocher pour construire son parcours optimisé en fonction de sa cible, en fonction de son produit, en fonction de son marché, et va pouvoir démultiplier ses stratégies dans un très court laps de temps, en quelques clics, quelques jours maximum, là où aujourd'hui certaines banques passent plusieurs mois à pouvoir lancer un nouveau parcours pour lancer un nouveau produit. Très bien, merci beaucoup. Vous parlez beaucoup de données alternatives. Est-ce qu'on pourrait commencer par revenir sur l'open banking déjà? Qu'est-ce que l'open banking nous offre à nous tous banquiers pour justement optimiser ce score de crédit? Et quelles sont ses limites aussi, parce qu'il ne fait pas tout, c'est certain. L'open banking, en fait, je pense ce qu'on a derrière, c'est plutôt l'agrégation d'informations bancaires. C'est ça, en fait, qu'on met souvent en fait, derrière l'open banking. Qu'est-ce que ça nous amène, en fait, pour justement les opérateurs qui ne sont pas des banquiers et qui n'ont pas de vue sur le compte de ses clients? Ça nous permet, en fait, d'avoir une profondeur d'historique et d'essayer, en fait, de déduire avec le passé, ce que je vois sur les comptes, la manière dont le client se sert de son compte. J'essaye de prévoir quel va être son comportement. Donc ça, c'est ce que ça amène. Après, en termes de limites, je vais revenir tout de suite sur l'expérience utilisateur. Lorsque je vous parlais tout à l'heure d'achat, si je veux acheter une nouvelle paire de baskets, je ne vais peut-être pas être dans l'idée, l'intention de mettre mon login, mot de passe de mes comptes bancaires pour pouvoir aspirer l'ensemble de mes données. Et donc le sujet, c'est comment collecter en fait la bonne donnée pour la bonne décision. Je n'ai pas besoin de la même profondeur de données pour prendre une décision sur un crédit de 300 € ou sur un crédit de 30 000. Donc c'est pour ça qu'on parle de données alternatives. Selon le contexte, je peux en fait collecter de la donnée un peu différente, et c'est avec en fait cette donnée différente qu'il faut que je prenne la décision. Oui, je rejoins totalement Damien. L'open banking s'inscrit dans un cadre plus large, qui est que chacune de nos données personnelles nous appartient et qu'on a le droit de la partager avec un acteur tiers, qui soit bancaire ou autre, avec notre consentement. Donc l'open banking, ça a été la première évolution là-dessus. Et il y en a plusieurs qui arrivent, donc l'open finance, l'open data. Et l'idée, c'est de se dire que pour chaque type de produit financier, pour chaque type de produit qu'on achète, il y a un certain jeu de données qui nous appartient et qu'on est capable de mettre en valeur et qui est adapté à la situation. Donc quand on achète effectivement un iPhone en 4 fois, il n'y a pas besoin de donner son avis d'imposition. Je veux dire, on est capable du coup de faire, la banque est capable de faire un scoring sur les transactions bancaires et le risque n'est pas extrêmement élevé. Mais lorsqu'il s'agit d'un crédit immobilier, c'est beaucoup mieux pour l'institution financière, pour l'organisme de crédit, d'avoir plus de sources de données, d'avoir plus de contexte autour de la situation financière de quelqu'un et pas uniquement un historique de transactions bancaires sur les quelques mois qui passent. Et alors, ce qui est intéressant avec l'open banking, c'est une extension par rapport à ce qui se passe dans le monde des fintechs un peu partout. C'est qu'il y a une vraie émergence de solutions de buy now, pay later en Europe depuis pas mal d'années, mais maintenant de plus en plus dans des marchés émergents. Et on oublie qu'il y a 2 milliards de personnes qui ne sont pas bancarisées. Donc en fait, comment on fait aussi pour proposer des produits financiers à beaucoup de personnes qui n'ont pas d'historique bancaire consistant? Et bien, en fait, il y a d'autres types de données qui sont des données de paiement, des données de telco, donc de télécommunications, des données d'électricité. Donc il y a beaucoup de données qui permettent, en fait, quand on les analyse de la bonne manière, d'avoir un certain contexte et aussi une certaine confiance, créer une confiance pour pouvoir fournir un produit financier à un utilisateur final. Donc l'open banking, c'est parfait pour beaucoup de produits financiers. C'est parfait aussi pour évaluer le comportement dépensier, enfin analyser les dépenses. Mais lorsqu'il s'agit notamment de la situation de revenus, la situation professionnelle, ça reste de l'inférence sur pas mal de situations. Et on a besoin en fait d'avoir d'autres justificatifs pour pouvoir être en confiance et fournir certains produits financiers. Si je peux ajouter quelque chose sur l'open banking et sans vouloir dénigrer l'open banking, non mais je rejoins ce que dit Ali. Demain, je veux louer une voiture. Je vais chez Hertz, Ada, Europcar pour en citer 3.
je ne vais pas être enclin à donner mes accès bancaires à ces marques-là. Enfin, je veux dire, ça n'a pas de bon sens. Donc, ça rejoint ça. Et aujourd'hui aussi, on voit des nouveaux types de fraudes arriver. Parce que quand on parle de fraude, on voit beaucoup de ce qu'on appelle social engineering. Donc, on va utiliser la peur du client et ainsi de suite pour lui faire commettre des actions et le frauder. Et on a vu dans certains pays européens de plus en plus arriver cette fraude, de fraude au crédit, où on demandait à l'utilisateur alors il y a eu des cas où en fait des personnes étrangères qui arrivaient dans un pays, des fraudeurs avaient créé un stand de la ville pour récupérer, collecter les documents en disant on vous aide à vous installer, à vous trouver un emploi et ainsi de suite, et donner toutes leurs coordonnées, que ce soit les vraies pièces d'identité et ainsi de suite. Et les fraudeurs usurpaient leur identité et avaient les accès bancaires et ainsi de suite. Donc l'open banking était clean, tout était clean, sauf que les fraudeurs mettaient, pour le coup ça va à mon avantage et c'est pour ça que je le sais parce qu'on a discuté pour Trustful, mais le fraudeur ne pouvait pas donner le vrai mail, les vrais numéros de téléphone de l'utilisateur puisque sinon il aurait été informé de l'action du fraudeur et il l'aurait bloqué. Et donc pour le coup, là, l'intérêt des données alternatives vient en complément de ces autres mesures. Et je pense qu'il est très important de rappeler, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de solution miracle pour toutes les fraudes et tous les cas clients et ainsi de suite. Comme on disait, ça va dépendre du contexte. Et il se peut, dans certains cas, il va falloir utiliser de la donnée alternative, du device fingerprinting, de la vérification de documents d'identité et ainsi de suite. Et là, on revient sur l'intérêt d'un prévenir, puisque pour une banque, intégrer toutes ces solutions demande beaucoup de ressources techniques. Et souvent, comme on disait, les roadmaps s'étendent dans ces entreprises-là. Et d'avoir quelqu'un qui peut orchestrer, qui a déjà intégré tout ce type de service. Et d'ailleurs, ça va aussi dans le sens où la fraude évolue. Aujourd'hui, je peux être une institution financière, avoir un certain type de fraude. J'arrive à la contrecarrer. Donc demain, les fraudeurs font un nouveau type de fraude. Il faut que je réadapte tout mon parcours d'onboarding, mais je n'ai pas les ressources techniques pour changer toutes les semaines mes parcours. Alors qu'avec un orchestrateur, je peux adapter directement mon parcours et aussi le contextualiser. Oui, je te fais de l'aveu. Merci. Si je peux juste rajouter une chose, c'est que justement sur ce sujet d'open banking, de data alternative, on voit que ça a une résonance plus particulière sur le marché français. Parce que tout simplement, en France, on n'a pas de crédit bureau. Donc une absence de d'historique de data financière plus ou moins nationale. Et cette absence nous oblige à avoir un peu plus d'innovation dans la recherche de data alternative pour pouvoir proposer un maximum de solutions, de produits aux clients finaux. Donc c'est aussi pour le bien du client final. Comme en France, on fait toujours un peu à part. On n'a pas de pétrole, on a des idées. On n'a pas de crédit de bureau, on a des données alternatives. C'est peut-être une première conclusion à cette approche sur le marché français. Merci. Damien, vous parlez tout à l'heure d'intention de payer. Il y a une question de solvabilité, il y a aussi une question d'intention de payer. Est-ce que vous pouvez parler du score comportemental qui commence à émerger justement pour qualifier cette intention ou non de payer ? Oui, alors c'est évidemment le score comportemental, c'est l'idéal dans notre métier en fait, qui est de prendre des décisions en fait, de prêter de l'argent, d'avancer de l'argent. Évidemment, le sujet c'est la connaissance client. Donc, quand on parle de score comportemental, on parle de ça. On parle en fait de la connaissance client. Si je connais le client, en fait, je sais si j'ai la possibilité de lui prêter ou pas. Donc là, on parle de fidélité. Donc, chez Floa, c'est ce qu'on cherche à avoir avec nos clients. Donc, la plupart du temps, ils viennent et ils ne nous connaissent pas, ils utilisent nos solutions. Ce qu'il faut, c'est qu'on propose en fait des fonctionnalités qui permettent de créer de la lifetime value et puis de la relation dans le temps. Et si on a une relation dans le temps, on peut prendre en fait des meilleures décisions. Si on n'a pas en fait cette relation dans le temps, ce qu'on fait, ce qui est intéressant dans la relation qu'on a nous avec nos partenaires qui sont des partenaires commerçants, c'est que eux connaissent bien leurs clients. Et dans en fait les données alternatives, nos partenaires marchands nous fournissent des segmentations, des informations sur le comportement de ces clients à travers en fait leur activité chez ces marchands-là. Ça, c'est des données qui sont extrêmement importantes dans le score et qui permettent en fait de créer des scores différents et spécifiques en fait selon le secteur d'activité, voire même le marchand.
Stéphane, vous voulez dire un mot sur le score comportemental et la façon dont vous le traquez? Je peux. Il y a pas mal effectivement d'actions dans ce sens aussi sur le partage de la donnée interacteur. Voilà, RGPD, waouh, on a peur, les ciseaux crient parfois au scandale, mais c'est ultra intéressant, comme disait Damien. En fait, les marchands connaissent leurs clients. Ces marchands-là, dans certains cas, passent tous, ou du moins ou partie, par des solutions comme nous. Donc nous, on va voir que Stéphane Châtelain, avec tel mail, tel numéro de téléphone, il est venu, il a payé, tout va bien, et on va voir cette récurrence, on le voit forcément. Et donc comment on peut, avec justement les boucles retour de nos clients, de se dire, bah lui, il est OK. Il est OK. Il y a beaucoup de solutions qui font ça d'ailleurs sur le marché, qui ont cette base d'utilisateurs, qui ont vérifié et qu'avec la boucle retour de leurs clients, disent bah là il y avait une fraude. Bon, OK, il avait l'air d'être légitime. Est-ce que c'est un défaut de paiement? Est-ce que c'est une fraude identitaire? Ainsi de suite. Et de se dire, bon, bah, ce numéro-là, tiens, ce numéro de téléphone, je le vois, mais la dernière fois, il était associé avec un autre nom-prénom. Bon, les jachères de numéros en France, c'est 30 jours. Donc c'est possible une fois. Bon, souvent, on le voit une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. J'ai encore un prospect qui m'a dit il n'y a pas longtemps, on a eu quelqu'un qui a créé même nom, prénom et 1300 emails avec nom, prénom.1@gmail.com, nom, prénom.2. Il en a créé 1300 comme ça. Ils l'ont vu au bout d'une semaine. Bon. Et en fait, associé, il y avait le même nom, prénom, le même numéro de téléphone. Alors je lui ai dit, mais vous ne faites même pas l'unicité du numéro. Enfin, bon. Au débat, mais ce que je veux dire justement, est de voir ça, si on voit les mêmes données revenir, mais avec des données croisées différentes, bah, on va avoir un aspect de comportement un peu étrange et on va lever une alerte. Cet email, j'ai déjà vu avec 5 autres numéros de téléphone. Cette adresse IP, elle revient, mais avec des noms, prénoms différents de manière récurrente. Potentiellement, c'est un café. Bon, c'est possible. Mais bon, ça fait, et en fait, on va enrichir de tous ces signaux qu'on arrive à capter, de se dire, bah, est-ce que le comportement, est-ce que la pattern est cohérente ou non à ce moment-là. Et du coup, le communiquer aux marchands, à la banque, et ainsi de suite. Très bien. Est-ce qu'on peut passer maintenant à des éléments plus concrets sur les gains? Est-ce que vous avez chacun sur les solutions que vous proposez des retours concrets de ce que vous avez fait gagner, soit en temps, soit en diminution de défauts? Oui, alors principalement, c'est intéressant parce qu'on se concentre, nous, principalement sur le risque de solvabilité, mais les premiers retours de nos clients ont été sur la détection de cas de fraude. Pour la solvabilité, il y a une certaine latence à attendre sur une durée de vie du crédit pour bien savoir si le défaut a été réalisé ou pas, même si on commence à avoir déjà des éléments intéressants. Mais j'ai des cas concrets. Il y a un cas concret qui est assez intéressant, parce que tu parlais de score comportemental. C'est un client en Allemagne qui a détecté un restaurateur qui faisait du blanchiment d'argent grâce au fait d'avoir connecté des données de livraison de notre API, en sachant qu'en fait, il n'y avait quasiment aucune livraison qui se faisait avec Uber Eats, ce genre de plateforme, alors que le restaurateur avait un compte en banque plein et passait beaucoup de vacances dans des destinations assez exotiques. Donc ça, en fait, c'est essayer de comprendre la dynamique d'un utilisateur, que ce soit un utilisateur individuel ou une TPE. Un autre exemple aussi, c'est un cas de fraude qui a été partagé donc, via nos intégrations gouvernementales. C'est quelqu'un qui fait une fausse déclaration d'impôt, qui déclare gagner 200 000 euros et en fait, quelques mois plus tard, il corrige sa déclaration d'impôt à 20 000, à 10 fois moins, mais entre-temps, la demande de crédit a été effectuée. Donc ça, c'est des cas qui sont concrets où, avec l'intégration de notre API, on est capable, au moment de la souscription du crédit, d'identifier ces incohérences et d'arriver à éviter du coup, une perte qui peut se retrouver assez élevée dans certaines situations. Donc ça, c'est vraiment des cas de fraude concrets qui nous ont été remontés. En termes de ROI par rapport au défaut, on a vu quelque chose qui est aussi intéressant, c'est l'absence de collaboration pour connecter des sources de données alternatives est une caractéristique, une feature en machine learning qui est assez puissante. Donc des personnes qui refusent à un moment donné de connecter des comptes, de fournir certains justificatifs, parfois des banques continuent à les accepter, de connecter des sources de données alternatives, et il se trouve que le taux de défaut est 52% plus élevé que des personnes qui ont décidé du coup de collaborer. Maintenant, d'un point de vue purement perte au niveau du défaut de crédit, je pense que dans 3 à 6 mois, on aura des chiffres qui sont assez concrets là-dessus.
J'ai quelques chiffres assez percutants qui ont pu être atteints grâce à des data alternatives comme cela. J'en ai un que j'ai en tête qui est Telia, qui a officialisé son retour, donc je peux en parler. Mais Telia, qui est un des plus gros telcos nordiques, qui propose beaucoup de solutions de financement, notamment pour ses portables, etc. Grâce à ces nouvelles data, ils ont réussi à ouvrir un nouveau pays avec un nouveau produit en 23 jours seulement. C'est-à-dire qu'en allant chercher la bonne data pour la bonne cible, pour le bon produit dès le départ, avec une bonne plateforme évidemment, en 23 jours, ils ont réussi à mettre en place leur produit avec un parcours client sécurisé. Un autre qui est important, c'est qu'on a, alors là je ne peux pas citer le nom, mais un gros client qui fait du crédit à la conso européen, 100% automatisé, grâce à l'ajout de data alternatives, a réussi à augmenter son taux d'acceptation 47% en quelques semaines, en ajoutant du coup ces nouvelles data. 100% automatisé, pas de fraude supplémentaire, mais 47% d'acceptation en plus. C'est quand même énorme. Et c'est justement, comme tu l'as cité, finalement, Ali, en allant chercher finalement des cibles qui, à l'époque, n'étaient pas éligibles à certains produits parce qu'on n'avait pas suffisamment d'informations sur eux. Je peux donner deux exemples aussi. Un, je peux le nommer puisque c'est public et on a fait un case study, donc c'est Cofidis en Italie, puis ça va dans le thème d'aujourd'hui, qui, après avoir implémenté Trustful, du coup, a réduit son temps de parcours d'onboarding de 35%. Puisque en fait, effectivement, un utilisateur qui arrive, où nous on dit qu'il a une trace numérique qui est super clean, bah, on peut accélérer le parcours, donc des réductions de 35%, et une détection de fraude d'identité synthétique avec eux, on arrivait à détecter 25% d'identité synthétique que eux ne voyaient pas avant. Donc ça fait quand même deux chiffres assez intéressants. Le case study est sur notre site web, sur le blog, donc voilà, vous pourrez le retrouver. Et deuxième cas intéressant, et là je ne pourrais pas citer le nom, mais c'est un e-commerçant, mais ça montre aussi cette démarche intéressante sur de la fraude au retour. Et donc ils ne nous ont pas encore intégrés, on est en test avec eux sur plein de cas différents, mais pour des demandes de retour clients, entre septembre et du coup début décembre, ils nous ont utilisé manuellement sur des demandes qui trouvaient suspectes comme ça, et du coup ils ont en 3 mois, donc panier moyen de ce e-commerçant entre 50 et 100 euros, donc pas très gros le panier moyen, ils ont économisé un peu plus de 90 000 euros de remboursement. Alors on n'est pas dans le crédit, on est sur du e-commerce, mais ça montre quand même, je veux dire, que l'intérêt, on va dire, des données alternatives dans ce genre de cas. Très bien, merci. Et alors donc Damien, c'est peut-être à vous que je vais m'adresser en premier. Comment on met en place ces différentes solutions? Comment on choisit la solution? Comment on les combine entre elles? Alors nous, on teste. Et dans mon métier, c'est ce que j'essaye en fait de proposer le plus possible. C'est-à-dire qu'on essaye de ne pas avoir raison à la place du client, parce que c'est pas évident. Et moi, je ne sais pas si un client il préfère prendre en photo son avis d'imposition ou mettre un login mot de passe pour le prendre, ou déduire en fait une adresse d'un provider de livraison ou la saisir à la main. C'est pas évident. Là, on a des réponses par rapport à soi-même, mais en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on a des équipes qui suivent vraiment pas à pas en fait le conversion rate optimization. Toute une partie en fait de Floa est organisée autour de ça, et on essaye en fait de tester des solutions. Il y a plusieurs personnes autour de la table que nous n'avons pas encore testé, mais en tout cas on est très ouvert à ça. On est très ouvert, et dans l'esprit, on est vraiment en fait toutes les personnes qui viendront nous voir en nous disant que ils peuvent nous proposer des solutions pour éviter aux clients de saisir des données, mais qu'on puisse les récupérer. Ça, voilà, on essaiera en tout cas de le tester. Après, il y a des choses qui sont... tout à l'heure, on parlait de complémentarité, le fait que les données alternatives sont complémentaires. Dans le boulot des data analysts, des data scientists, ce qu'ils cherchent pour pouvoir faire un score efficace, pour pouvoir en fait discriminer correctement les gens, c'est d'avoir des données qui sont
discriminantes, mais pas corrélées. Quelquefois, en fait, en voulant collecter plein de données, on a des données en fait, qui veulent dire la même chose. Peut-être que si je collecte l'information de la couleur des yeux et le niveau de compte bancaire, peut-être que ces données sont corrélées et je demande les deux. Donc en fait, c'est pour ça que c'est intéressant en fait, de tester pas mal de choses et de regarder en fait, les données qu'on peut collecter pour trouver la bonne, celle qui est la plus fluide à saisir et la plus efficace, la plus discriminante dans en fait, le cas précis en fait, où on doit prendre la décision, où on doit faire le financement. Très bien. Merci beaucoup. Quel délai de mise en œuvre, en fait et surtout, de quoi dépend-il? Parce que j'ai compris qu'il était très, très variable. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait, les délais de mise en œuvre vont être variables en fonction de la structure de laquelle on parle. C'est-à-dire qu'il y a les grosses institutions financières, type BNP, Société Générale, Crédit Agricole, et je ne vais pas tous les citer, mais là, c'est les trois plus gros, qui vont avoir évidemment des processus un peu plus longs parce qu'il y a un IT aussi très complexe, avec beaucoup de couches différentes, et puis aussi un historique beaucoup plus profond. Donc c'est tout à fait logique que ça prenne plus de temps. Et puis après, il y a des structures plus légères, type FLOA, qui sont un peu plus récentes, qui vont avoir des capacités d'intégration plus rapides. Ce qui est important, c'est en général, c'est de plutôt favoriser des solutions avec... on est pour ou contre, mais plutôt cloud, avec une gestion de data soit externalisée, soit internalisée, et puis avoir des systèmes qui fonctionnent par le biais d'API. Je pense que c'est le cas de tout le monde ici, parce que c'est beaucoup plus facile à intégrer, c'est des microservices, l'IT préfère aussi ça, et c'est aussi important de pouvoir intégrer rapidement, mais aussi pouvoir s'en séparer rapidement. En tout cas, c'est notre concept à nous, c'est de rendre l'utilisateur le plus indépendant possible d'un fournisseur de data. Ce qui n'est pas le cas quand on est en version on-premise à 100%, où c'est beaucoup... Enfin, tout est plus long, à intégrer et à, entre guillemets, désintégrer, enfin, sortir d'un fournisseur. Très bien. Ali ou Stéphane, vous voulez compléter? Oui, je n'ai pas grand-chose à ajouter par rapport à ce qu'a dit Brice. Ça dépend fortement de la taille du client. Enfin, l'intégration de l'API de Rolly prend en moyenne 1 à 2 semaines pour des développeurs. Mais l'intégration, c'est une partie. Ensuite, il y a l'intégration du parcours et parfois le redesign de l'expérience utilisateur de la part du client, qui peut prendre beaucoup plus de temps. Et en fonction d'effectivement, si on parle à une banque ou à une fintech, c'est légèrement différent. Alors, les banques et fintech aujourd'hui ont déjà intégré l'open banking. C'est-à-dire que l'open banking a montré qu'on pouvait intégrer des API externes et en ajouter d'autres de manière assez similaire. Maintenant, effectivement, le processus de discussion et d'intégration et aussi de validation, notamment des données qu'on fournit, c'est-à-dire convaincre des acteurs comme FLOA qu'effectivement les données alternatives qu'on fournit sont complémentaires. Il y a un temps aussi de backtest, il y a un temps aussi de discussion sur le taux de couverture. Est-ce qu'on est capable de couvrir l'ensemble des utilisateurs de notre client avec notre API? Et donc ça peut potentiellement pousser un peu plus le temps d'intégration. Maintenant, en moyenne, en 3 mois, on va dire, le client peut être live et commencer à faire ses vérifications avec Rolly. Et ça peut prendre jusqu'à 6 mois pour un acteur qui est beaucoup plus gros, mais en même temps, le volume est beaucoup plus élevé aussi pour nous. Pour ma part, c'est encore plus simple. En 48 heures, on peut intégrer nos API, donc c'est ultra rapide. Non, en vrai, c'est très simple à intégrer. La problématique pour moi, elle n'est pas là en termes de temps d'intégration. Nous, en fait, bien évidemment, je partage. La taille de l'entreprise fait que les roadmaps et ainsi de suite. Non, nous, ce qui est beaucoup plus compliqué souvent, et que même si j'ai beau le dire à chaque rendez-vous et ainsi de suite, et le répéter, c'est très bien. Nous, on fournit un score et plus de 1000 points de données. C'est super bien. Et en fait, le problème, c'est qu'est-ce que j'en fais? Et souvent, ça, c'est une question métier. Qui, moi, je pense que disait Damien, dans quel contexte j'utilise quelles données de Trustful? Il nous envoie 1000 points de données, un score, un indicateur de confiance. Ok, c'est bien, mais j'en fais quoi? Est-ce que je récupère toute la donnée? Et alors là, du coup, on a les DPO qui disent, mais le principe de minimisation, est-ce que j'ai besoin de toute cette donnée? Ainsi de suite. Donc, c'est plus des questions métiers, nous, qui ralentissent en fait la mise en production.
que de la technicité d'intégration. Parce que nous, hein, c'est un call API où on dit on nous donne nom, prénom, email, numéro de téléphone, et c'est tout. Donc c'est vraiment très simple. Mais c'est qu'est-ce que je récupère de la réponse, qu'est-ce que j'en fais, qu'est-ce que ça implique, parce que comme on disait, potentiellement en fonction du score de Trustful, je vais mettre un parcours plus ou moins avec de la friction pour l'utilisateur et ainsi de suite. Là où, une fois de plus, l'intérêt d'un Provenir. Mais je ne travaille pas pour Provenir. Mais Ça va pas tarder. non, mais effectivement, c'est qu'est-ce que je fais de cette donnée, comment je l'orchestre. C'est là où on va mettre un peu plus de temps. Et pour répondre aussi, on a eu des clients en 2 semaines, ils étaient live, up and running, et certains, ça fait plus d'1 an qu'on est encore en train de s'intégrer. Donc, voilà. Et pour terminer, justement, ma dernière question, c'était sur comment ça transforme le métier du banquier, justement, et dans sa relation client, et dans toutes les données auxquelles il a accès, qu'est-ce qu'il en fait? Je suis bien d'accord. Alors, moi, je ne me considère pas complètement comme un banquier. C'est vrai qu'on est une fintech, mais je pense que c'est intéressant, effectivement, en fait, de s'ouvrir l'esprit sur des nouvelles façons de prendre des décisions. On a parlé d'inclusion. C'est vrai que par différence en fait à l'open banking et aux données qui sont vraiment liées au compte bancaire, aller chercher en fait dans le comportement, aller chercher dans des données alternatives, voilà, ça permet en fait d'inclure des personnes supplémentaires qui sont en capacité de payer et qui, avec les modèles traditionnels, en fait, pourraient être écartés en fait de la consommation. Donc ça, c'est important. Et après, je pense que ça amène aussi de la souplesse, le fait d'avoir beaucoup de data, beaucoup de données supplémentaires. Aujourd'hui, en fait, le métier de la data, il est central, en fait, dans les banques, en fait, et il faut... parce que le score est une matière vivante, c'est-à-dire on récupère de la donnée supplémentaire, mais nos modèles de score, les algorithmes, il faut les réapprendre régulièrement. Parce qu'en fait, dans cette donnée qu'on nous envoie, il peut y avoir un jour une donnée qui n'est plus transmise de la même manière ou un profil de client en fait, qui évolue. Donc en fait, la data et le score, c'est un travail de tous les jours. Donc c'est quelque chose qui est vivant et qu'il faut entretenir. Et ça, c'est peut-être un métier un peu différent, l'approche de la data dans la banque. Très bien, merci. Est-ce qu'il y en a qui veulent compléter avant de terminer ? Non, mais dans le sens de Damien, c'est-à-dire plus de data. Alors plus de data, c'est bien, mais il faut garder cette souplesse pour pouvoir répondre le plus précisément aux besoins de chacun des clients et pouvoir, dans l'idéal, démultiplier le nombre d'offres, en fait. Hein, et plus il y aura d'offres et plus ça sera adapté à différents types de clientèle, quoi, en fait. Du coup, pour compléter, on a tous les 3 un stand. Si vous voulez échanger plus en profondeur sur ces sujets-là, on a tous les 3 un stand. Donc, ravi de vous accueillir. Merci à tous. Merci Anne-Sophie.